Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 17e session du Printemps de l'économie 2017. Pour commencer, permettez-moi d'introduire le sujet de cette session, qui est la discrimination sur le marché du travail. Donc l'enjeu aujourd'hui est d'apporter un éclairage sur cette problématique, qui est une problématique actuelle et majeure. Donc en effet, il s'agit d'une question sociale et aussi d'une question d'égalité. Donc notons que les principales discriminations sont pratiquées en fonction de la religion, de l'origine, du sexe ou parfois du handicap. Et ces discriminations ont des conséquences multiples en termes socio-économiques, mais également concernant l'intégration des populations. Outre ces considérations éthiques ou égalitaires, qui sont bien sûr importantes, la discrimination au travail a également un impact négatif sur l'économie française. Ainsi, un rapport de France Stratégie estime que la fin de ces discriminations au travail permettrait d'accroître le PIB de 7 points. Il est donc clair que les discriminations coûtent cher à l'économie, puisqu'elles empêchent certaines personnes de s'insérer sur le marché du travail, donc de produire de la richesse. La France ne profite donc pas de son fort potentiel pour inverser la tendance, pour balayer la crise et pour retrouver une situation économique plus confortable. Par conséquent, nous allons tenter d'éclairer les questions suivantes. Quelles sont les principales formes de discrimination au travail en France ? Comment ces discriminations évoluent-elles en France et par rapport aux autres pays de l'Union européenne ? Quel coût économique et social cela représente-t-il pour la société et pour les entreprises ? Et enfin, comment les pouvoirs publics peuvent-ils intervenir ? Donc pour répondre à ces interrogations, nous serons en compagnie d'Isabelle Moreau. Donc vous êtes actuellement directrice de la rédaction au pôle social de l'AEF et c'est vous qui animerez le débat cet après-midi. Nous serons également accompagnés de Christelle Gilles, économiste de formation. Vous travaillez actuellement chez France Stratégie, qui est un commissariat œuvrant directement pour le Premier ministre, et vous êtes également l'auteur de nombreux articles de revue. Sonia Hamoudi, vous êtes psychologue et vous travaillez en tant que responsable des ressources humaines à la Maïf. Vous avez aussi rédigé une étude tout à fait en lien avec notre sujet du jour qui s'intitule « L'apport économique des politiques de diversité à la performance de l'entreprise, le cas des jeunes diplômés d'origine étrangère ». Alain Tranois, vous êtes agrégé et docteur en économie. Vous êtes actuellement directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et également membre du Conseil d'analyse économique, qui est un organe qui conseille le gouvernement. Enfin, Marianne Valfort, vous êtes titulaire d'un doctorat, vous êtes désormais maître de conférences en sciences économiques à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, ainsi que membre associé de la Paris School of Economics. Concernant notre thème, vous travaillez notamment sur l'idée que les Français musulmans sont plus discriminés à l'embauche que les autres personnes. Pour terminer, si vous avez des questions ou des remarques au cours de ce débat, n'hésitez pas à nous les soumettre sur Twitter au hashtag Préco17. Merci et bonne conférence. Bien, merci Pauline Balic, vous êtes étudiante à l'ESCP Europe. Merci pour la présentation. Je vous propose de découper cette petite heure en deux temps. Une première partie qui sera consacrée aux échanges avec les différents intervenants. Et ensuite, comme l'a dit Pauline, vous pouvez réagir sur Twitter. Mais nous avons également des micros à votre disposition si vous voulez questionner plus directement les intervenants. Je vous propose de démarrer tout de suite avec vous, Marianne Valfort. Vous êtes une spécialiste des discriminations et vous avez été donc à l'origine du testing de très grande ampleur qui a été mené par l'Institut Montaigne et qui a été rendu public à l'automne 2016. Quand je dis que c'est de grande ampleur, c'est quand même plus de 6000 CV qui ont été envoyés. Et celle-ci démontre que la religion constitue un facteur important de discrimination à l'embauche. Alors, en introduction, je pense que ce serait utile pour tout le monde de définir ce qu'est réellement une discrimination et aujourd'hui, quels sont les différents types de discrimination que l'on peut rencontrer. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, qu'est-ce qu'une discrimination sur le marché du travail ? La discrimination fait référence à une situation dans laquelle des personnes qui présentent pourtant des caractéristiques productives équivalentes, c'est-à-dire même parcours scolaire, professionnel, même degré d'implication dans le travail, vont être traitées de manière différente par le recruteur ou par l'employeur en raison de leur appartenance à des groupes différents qui peuvent être définis en fonction de critères tels que le sexe, l'âge, l'origine ethnique, le handicap, l'orientation sexuelle, etc. La loi prévoit 23 critères différents de discrimination.
La discrimination fait donc référence à une inégalité de traitement illégitime entre les individus. Pourquoi illégitime? Parce qu'elle ne repose sur aucune différence de productivité entre ces individus. Cette définition doit permettre de clarifier que toute différence de traitement entre personnes issues de groupes différents n'est pas forcément une discrimination. Ce sera une discrimination si ces personnes se présentent, comme le dit la loi, dans une situation comparable, c'est-à-dire notamment avec des caractéristiques productives équivalentes. Alors, concernant les grands types de discrimination, en fait, les économistes distinguent deux types qui reposent effectivement sur des ressorts très différents. Le premier type de discrimination découle d'un rejet primaire de certaines catégories d'individus, les femmes quand on est misogyne, les étrangers quand on est xénophobe, les homosexuels quand on est homophobe, etc. C'est ce qu'on appelle la discrimination par goût, qu'on pourrait peut-être appeler de manière plus pertinente discrimination par dégoût. Et puis il y a un deuxième type de discrimination qui, lui, repose sur des ressorts beaucoup plus subtils. Il repose en fait sur une analyse de risque de la part de l'employeur, à laquelle l'employeur va recourir lorsqu'il ne dispose pas de suffisamment d'informations sur les caractéristiques productives des candidats. Et en général, c'est ce qui se passe lorsqu'il recrute, puisque le CV, la lettre de motivation, voire l'entretien d'embauche, ne lui permettent de se faire qu'une idée très imprécise sur ce que sera la productivité de cette personne une fois qu'elle sera embauchée. Donc, dans le cadre de cette analyse de risque, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compléter l'information dont il dispose sur le candidat, de ce qu'il sait sur les autres caractéristiques productives du groupe auquel le candidat appartient. Et ça veut dire qu'à CV équivalent, il va être incité à écarter les candidats issus du groupe dont les autres caractéristiques productives sont les plus faibles. Et ce faisant, il va discriminer à l'égard de toutes les personnes dont les caractéristiques productives individuelles diffèrent de celles du groupe et sont au moins aussi élevées que les caractéristiques des membres du groupe concurrent favorisés par le recruteur. C'est ce qu'on appelle la discrimination statistique, puisqu'elle repose sur un calcul statistique. Et à ce stade, j'aimerais souligner que la possibilité d'une discrimination statistique est souvent perçue comme choquante. Beaucoup de personnes considèrent qu'il n'y a aucune raison de penser que des groupes différents puissent présenter des caractéristiques productives différentes. La réalité est plus complexe. Tous les groupes ne sont pas équivalents en termes de promesses de productivité. Par exemple, aujourd'hui en France, il est beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme de maintenir son implication dans son travail tout au long de sa carrière, tout simplement parce que l'essentiel des tâches domestiques et familiales repose sur ses épaules. On est dans une société où il est jugé normal que les femmes consentent les plus grands sacrifices en termes d'éducation des enfants, et ce sont les femmes qui ajustent leur carrière aux contraintes de la vie familiale. Et dans ce contexte, ça pourrait expliquer une discrimination qui n'est pas seulement une discrimination par goût, mais aussi une discrimination statistique à l'égard des femmes dans la difficulté à laquelle elles font face dans l'accès à des postes à responsabilité, puisque le recruteur anticipe que des femmes en âge d'avoir des enfants vont avoir moins de chances de pouvoir assumer pleinement leurs responsabilités à des postes à responsabilité que leurs homologues masculins. Bien, merci pour ces précisions. Alors Alain Tranois, comment le chercheur et l'économiste que vous êtes considère-t-il les phénomènes de discrimination? Si vous avez Donc, merci pour l'invitation, merci pour votre présence. Je voudrais développer deux idées. La première, c'est que la lutte contre les discriminations, c'est un peu une fille de l'égalité des chances, mais pas une fille de la Révolution française. Et la deuxième idée, c'est que les phénomènes de discrimination sont difficiles, certains sont difficiles à contrer dans la mesure où ils font intervenir de la rationalité économique. Alors la première idée, c'est que nous sommes très fiers en France de notre grande révolution, du fait qu'on a été le pays qui a proclamé l'égalité en droit de tous les hommes, l'égalité des droits, l'égalité des devoirs. Et les révolutionnaires, quand ils ont édicté ces lois, la Déclaration des droits de l'homme, ont évidemment, je dirais, réagi par rapport à la situation de l'Ancien Régime, qui était une situation de très forte inégalité des chances, où, suivant son origine, eh bien, on était, par exemple, lorsqu'on venait du tiers-État, barré pour un certain nombre de positions
et donc il y avait une très forte inégalité des chances. Alors on pourrait penser que les révolutionnaires ont été évidemment inspirés par cette situation qui rappelle la situation des castes aujourd'hui en Inde, pour penser, je dirais, l'égalité. Mais ce qui est important de voir dans le concept d'égalité des chances et en quoi il peut se différencier du concept d'égalité, c'est que dans l'égalité des chances, non seulement on regarde si a priori on a a priori les mêmes droits d'accès à telle ou telle fonction, à tel ou tel poste, et par exemple la République, et en particulier la Troisième République, s'est beaucoup attachée à établir l'égalité des chances scolaires, mais on s'intéresse également aux résultats ex post. Et on vérifie ex post que eh bien, cette égalité qui était établie a priori l'est également a posteriori. Et c'est ce contrôle a posteriori qui n'était pas, je dirais, inscrit dans la Révolution française, dans les principes de la Révolution française, qui a mis longtemps à se développer comme idée en France, alors que dans d'autres pays, par exemple les États-Unis ont mis beaucoup plus en avant le principe d'égalité des chances que le principe d'égalité. Et donc, lorsqu'on cherche à tester s'il y a une inégalité des chances, on peut le faire, je dirais, par des méthodes de testing. On en parlera peut-être tout à l'heure. On peut aussi chercher à le faire d'une manière ex post, en regardant la distribution des résultats et en confrontant à la distribution théorique qui assurerait l'égalité des chances. Donc ça, c'était la première idée que je voulais développer. La deuxième idée, c'est que lutter contre les discriminations peut être difficile dans un contexte de marché parce que certaines sont basées sur de la rationalité économique. Il peut être rationnel de discriminer. Donc Marianne a présenté, je dirais, déjà deux grandes catégories de discrimination. La discrimination selon les goûts de l'employeur, selon les préjugés de l'employeur, et la discrimination statistique. Donc la discrimination selon les goûts de l'employeur est, je dirais, non rationnelle, parce qu'on suppose a priori que dans ce cas-là, il n'y a pas de différence de productivité entre les différents types de salariés. Donc, c'est pratiquement à son détriment. Et on devrait trouver que les entreprises qui pratiquent une discrimination, dans ce cas-là, sont moins productives que les autres, sont moins profitables que les autres. Peut-être même qu'à terme, un certain nombre de ces entreprises devraient disparaître. Mais il y a un autre, troisième type de discrimination qui est important, c'est la discrimination selon les goûts de la clientèle. Je prends par exemple l'exemple des services de restauration. Si une partie de la clientèle a des préjugés racistes et préfère, je dirais, que le serveur soit d'une ethnie plutôt qu'une autre, à ce moment-là, il est possible que l'employeur privilégie l'emploi d'un serveur d'une certaine ethnie, non pas parce que lui-même est raciste, mais parce qu'une proportion de sa clientèle l'est. À ce moment-là, le raisonnement de discrimination, le comportement de discrimination est basé sur de la rationalité économique. Exactement comme le raisonnement qui conduit à la discrimination statistique. Et donc, on aura peut-être l'occasion tout à l'heure de voir que, eh bien, c'est évidemment plus difficile de lutter contre la discrimination lorsqu'elle est enracinée dans un raisonnement rationnel. À ce moment-là, il faut quelque part démonter la rationalité économique pour voir comment est-ce qu'on peut, je dirais, contrer ce mécanisme. Enfin, je voudrais terminer pour dire que, s'agissant de du troisième type de discrimination, la discrimination selon les goûts de la clientèle, eh bien, avec d'autres auteurs, d'autres économistes, Pierre-Philippe Combe, Bruno De Creuse et Benoît Schmutz, on a montré dans un article d'économétrie, donc il est peut-être difficile de communiquer la méthode,
on a montré que, s'agissant du marché du travail français, eh bien, il y avait des évidences empiriques qui faisaient que dans les services, dans les industries de services, dans les industries où on doit servir une clientèle, eh bien, il y avait des évidences de discrimination selon les goûts de la clientèle, c'est-à-dire que, pour prendre une image, la proportion de personnes qui venaient de groupes ethniques minoritaires était plus faible dans, je dirais, les services à la personne que lorsque ces personnes étaient employées, je dirais, dans le back-office derrière. Voilà, je vais en terminer là pour cette première intervention. Bien, merci beaucoup. Alors, Christelle Gilles, France Stratégie a fait l'objet d'une saisine sur le thème des discriminations. Et cette étude est parue en septembre 2016. Et sur le coût économique, alors Pauline l'a rappelé tout à l'heure, ça montre notamment que le coût des seules inégalités d'accès à l'emploi et aux postes qualifiés s'élèverait à 150 milliards d'euros. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage sur cette étude et en gros nous donner les points saillants? Alors, je fais un petit rappel sur la saisine donc, qui émane de François Rebsamen et de Patrick Kanner, et plus particulièrement d'un groupe de travail qui a été créé à leur initiative, dirigé par Jean-Christophe Sibéras, qui visait à évaluer l'ensemble donc ce qui s'appelle exactement un groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations en entreprise, créé il y a 2 ans, et qui donc ont travaillé sur l'ensemble des politiques et des actions à mener dans le cadre de l'entreprise. Et en particulier, donc en mai 2015, leur premier rapport a distingué 4 types d'actions dont le gouvernement s'est emparé le jour même pour définir un plan de lutte contre les discriminations. Donc, dans un premier temps, des actions de lutte contre les discriminations à l'embauche, dans l'emploi. Ensuite, un plan d'action sur la valorisation des bonnes pratiques des entreprises. Et c'est là qu'intervient, enfin, c'est dans ce cadre que la commande nous a été demandée, un axe et un plan d'action de sensibilisation et d'information des acteurs et du grand public aux phénomènes discriminatoires. Et dans ce cadre, il nous a été demandé d'avoir une approche un petit peu neuve ou un éclairage un peu différent qui consistait donc à mesurer le coût des discriminations dans l'emploi. C'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, ça, justement, mesurer. Alors, il y a beaucoup de travaux étrangers, des organismes internationaux, en l'occurrence la Banque mondiale a beaucoup publié là-dessus, des chercheurs en particulier américains, effectivement. Et donc, en France, c'est encore assez... il y a eu, en gros, 2 études sur ce thème-là. Donc l'approche adoptée, elle est assez standard pour ce qui concerne la mesure des discriminations. Donc là, comme on l'a précisé auparavant, en économie, la discrimination se mesure par ce que l'on appelle un écart inexpliqué. Donc on prend un groupe de référence, on prend une population potentiellement discriminée, on étudie une variable donnée, donc en l'occurrence ça peut être le taux d'emploi, le niveau de salaire, et on corrige toutes choses égales par ailleurs, on regarde quel est l'écart de taux d'emploi moyen de cette population potentiellement discriminée à celle dite de référence. Donc on a appliqué cette méthode. Donc dans un premier temps, il a fallu définir les groupes que l'on voulait étudier, les groupes discriminés, en sachant que dans la loi aujourd'hui, donc on oscille entre 21 et 24 critères de discrimination, donc 24 populations potentiellement discriminées. Donc, du fait des choix qu'on a adoptés, à savoir d'avoir une mesure standardisée de la discrimination et une source statistique unique, on a été contraint de travailler sur principalement 2 critères de discrimination, le sexe, donc les femmes à l'endroit des hommes, et l'origine. Plus particulièrement, on a regardé la situation des descendants d'immigrés par rapport aux par rapport aux personnes sans ascendance migratoire. Donc, une fois ces groupes définis, l'ensemble du chiffrage repose donc sur une logique simple. On regarde tout un tas de variables, donc taux d'accès à l'emploi, taux d'emploi, dans l'emploi le niveau de salaire, l'accès à l'emploi de qualité défini par le CDI, par l'emploi à temps plein, et on fait converger ces niveaux observés dans les groupes discriminés vers une cible. Donc la cible choisie en l'occurrence a été de regarder la moyenne par classe d'âge pour toutes ces variables observées dans la population générale. Donc ça, c'est la logique d'ensemble. Donc pour les constats, les grands constats, donc ça a été largement étayé par les travaux en particulier de l'INED,
mais probablement que la valeur ajoutée de cette étude est de montrer que sur longue période, donc on a travaillé sur l'enquête emploi de l'INSEE, sur longue période, à savoir de 1990 à 2014, qui est la période d'observation qu'on avait donc choisie, le groupe des femmes est particulièrement discriminé, et ce, quelle que soit l'origine. Discriminé quand on regarde les taux d'activité, quand on regarde les taux d'emploi, les taux de chômage, bien sûr, l'accès au CDI à temps plein, et fait assez marquant, les écarts de salaire entre les femmes, quelle que soit l'origine, et les hommes, sont particulièrement stables sur 25 ans, en dépit d'un arsenal juridique important, en dépit de l'ensemble des mesures qui ont pu être adoptées. Donc là, on l'a estimé à moins 12% en moyenne, et ce, quelle que soit l'origine. Autant pour les précédentes situations d'activité, d'emploi et de chômage et de qualité de l'emploi, donc le CDI ou pas, on observe un effet additif, à savoir que l'origine se surajoute à celui de l'effet sexe. En revanche, et curieusement, sur le salaire, ça ne joue pas. Donc, autre groupe particulièrement discriminé, ce sont les hommes descendants du continent africain et du Maghreb, qui, eux, quelles que soient donc les variables considérées, sont en situation de discrimination. Donc ça rejoint de manière très générale, et enfin, ça rejoint les travaux de Madame Balfour. Alors ensuite, l'exercice a consisté, une fois qu'on avait mesuré, identifié les groupes discriminés à partir de ces indicateurs standards, ça a été de scénariser. Qu'est-ce qu'on appelle discrimination, comment on agrège. Donc là, on avait deux outils qui sont assez utilisés en économie. Donc une fonction de production, le PIB dépend du capital, de l'emploi, du niveau d'éducation, et ce qu'on appelle une parade de peine. Donc là, on va distribuer la population, on va leur donner un rang en fonction de leur niveau de salaire, et on va regarder et comparer cette distribution par rapport à la population générale ou le groupe de référence. En gros, derrière, il y a cette idée que quelle que soit à l'origine la distribution des talents devrait être identique, quelle que soit l'origine ou quel que soit le critère retenu. Donc, une fois construit ces trois pans en fait, de l'analyse, on retient deux scénarios. Le premier, les talents sont distribués de la même manière, quelle que soit l'origine, quel que soit le sexe, etc. Et donc, on réalloue la population en emploi en tenant compte de cette hypothèse. Et donc, on a un effet que l'on mesure par l'accès à l'emploi dit qualifié ou au poste au salaire. Et ensuite, on regarde également les taux d'emploi, quels que soient les groupes discriminés, on les fait converger vers une cible. Et la somme de ces deux hypothèses, enfin, en faisant converger, les variables vers deux hypothèses cibles, on obtient un effet agrégé de 7% sur le PIB distribué sur 20 ans, ce qui correspond effectivement en euros d'aujourd'hui à environ 150 milliards, ce qui est assez important. Très bien, merci pour cette première présentation de votre rapport. Alors Sonia Moody, vous êtes également l'auteur d'une étude sur le sujet. Alors là, c'est lorsque vous étiez membre du CESE, votre étude portait sur l'apport économique des politiques de diversité à la performance de l'entreprise. Et vous aviez choisi de centrer votre étude sur le cas de jeunes diplômés d'origine étrangère. Alors, qu'avez-vous appris, justement, qu'on ne connaissait pas déjà, et comment vous avez perçu les choses ? Alors, bonjour à tous. On peut tirer 4 grands enseignements de cette étude. Le premier, c'est que, incontestablement, une politique de diversité sous l'angle des origines contribue d'un point de vue économique à la performance de l'entreprise, et cela aussi bien sur ses marchés nationaux qu'internationaux. À titre d'exemple, sur le marché national, si une entreprise en son sein dispose de salariés qui reflètent la composition de la société française, elle est amenée à mieux comprendre les besoins des concitoyens et de développer des produits plus adaptés aux besoins de la population. Et ça lui permet aussi de prendre en compte des Vous n'entendez pas du tout au fond, paraît-il. Ça va ? Une meilleure compréhension, c'est peut-être mieux comme ça ? Oui. Une meilleure compréhension des besoins de la population, en fait, va permettre de développer de nouveaux marchés qui, pour certaines entreprises, n'étaient absolument pas pris en compte. Et donc, qui dit développement de nouveaux marchés, dit nécessairement
développement d'un chiffre d'affaires pour l'entreprise. On s'est également aperçu que la diversité en fait constituait un facteur d'encouragement pour l'innovation et la créativité. Encore faut-il que les équipes au sein des entreprises soient des équipes plurielles, que ce soit au niveau de la formation, des formations universitaires en complément des formations issues des grandes écoles, et que tout... qui est véritablement cette mixité au sein des équipes. Une politique de diversité, toujours c'est l'angle des origines, a également démontré qu'en fait, c'était un facteur de performance des organisations, en ce sens que lorsque les employeurs recrutaient des jeunes issus de la diversité qui avaient été longtemps laissés en marge de la société à cause de leur consonance patronymique ou de leur lieu d'habitation, eh bien en fait on s'est aperçu que ces jeunes développaient une fidélité et une loyauté envers leur employeur. Et on sait tous qu'en fait la fidélité dans l'entreprise contribue à diminuer le turnover. Et le turnover est un des postes qui coûte cher à l'entreprise. Donc voilà pour vous dire vraiment très succinctement les facteurs d'ordre économique qui contribuent à la performance de l'entreprise. Il y a également un deuxième grand enseignement que l'on peut tirer de cette étude, c'est que la diversité sous l'angle des origines est reléguée en queue de peloton dans les programmes de diversité. Je parle pour les entreprises qui mettent en place des programmes de diversité, parce que je ne parle pas des petites entreprises ou des entreprises qui ne s'impliquent pas du tout sur ces programmes-là. Et en fait, les entreprises donc, qui mettent en place des programmes de diversité, en fait, ce sujet-là ne constitue pas un sujet attractif pour elles. Elles préfèrent donner la priorité à des programmes, à des sujets pour lesquels il y a des obligations légales, comme par exemple le sujet du handicap. Pour autant, nous n'atteignons pas toujours les objectifs. Ou alors, encore, elles préfèrent donner la priorité à des actions qui ont fait l'objet d'un accord, comme très souvent tout ce qui est relié à les plans des seniors. Et du coup, on nous dit la diversité des origines, c'est pas le sujet prioritaire, d'autant plus qu'on ne peut pas mesurer ce que nous faisons au motif que la statistique ethnique en France n'existe pas. Certes, elle n'existe pas, mais néanmoins, la mesure de la diversité, on y reviendra plus tard, elle existe. Et du coup, il y a une grande confusion entre la mesure de la diversité sous l'angle des origines, d'une part, et la statistique ethnique, d'autre part, qui, elle, effectivement, en France, est strictement prohibée. Et d'autant plus que ça demeure véritablement un sujet tabou en France, aussi bien auprès de la sphère privée que de la sphère étatique, au motif que le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, fonctionne à plein pot. Or, on le sait tous, qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du triptyque républicain. Comment dirais-je, ce droit n'est pas toujours effectif dans les faits. Le troisième entretien que l'on peut tirer de cette étude, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que les jeunes issus de la diversité qui avaient les codes de l'entretien et les codes de la culture de l'entreprise, au début, on nous disait on ne peut pas les intégrer parce qu'ils n'ont pas les codes de l'entretien, ils n'ont pas les codes de l'entreprise. Bref, on les affublait de tous les torts. On s'est aperçu que bien que certains jeunes avaient ces codes, malgré cela, la porte des entreprises leur demeurait toujours fermée pour ces jeunes. Et enfin, le dernier enseignement, c'est que le volontariat pour les politiques de diversité, du moins sous l'angle des origines, n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà du volontariat. Voilà. Bien, merci pour cette présentation succincte. Désolée, mais c'est vrai que le temps est un petit peu compté. Alain Cranois, vous avez également réfléchi aux conséquences économiques de cette discrimination, et notamment perte d'efficacité pour le pays et également d'égalité des chances. Oui, alors je crois qu'on peut distinguer d'une part, je dirais, des pertes économiques qu'on peut appeler directes, et d'autre part des pertes plutôt indirectes. Alors si on se place, et ça va être mon raisonnement plutôt au niveau macro, donc vous avez cette étude de France Stratégie auquel j'ai participé, qui calcule plutôt, je dirais, les coûts directs, et on peut avoir à l'esprit que peut-être il y a un certain nombre de biais qui font en sorte que
c'est plutôt une borne haute. En fait, si on tient compte des coûts induits, je pense que c'est plutôt une borne plutôt basse. En effet, d'une part, il faut tenir compte du fait que pour les gens qui ont des qualifications professionnelles élevées, eh bien, s'ils ne trouvent pas d'emploi en France, ils peuvent migrer, ils peuvent partir à l'étranger et, je dirais, offrir leurs services à des entreprises ou à des cultures, à des sociétés qui seront plus ouvertes. Et on en a de multiples exemples. Et à ce moment-là, on a en fait formé, je dirais, une élite qui finalement part à l'étranger. Et donc, c'est un coût net pour le pays. Donc ça, c'est un coût, par exemple, qui n'est pas complètement pris en compte dans l'étude de France Stratégie. Et puis, il y a un autre coût plus induit, plus indirect, qui est le fait qu'il peut y avoir, je dirais, des dégâts sur l'envie de se former dans les générations suivantes, lorsque la génération présente a des difficultés à s'insérer sur le marché du travail, malgré le fait qu'elle ait acquis, je dirais, les bons diplômes, les bonnes qualifications. Donc, pour imager, eh bien, il se peut très bien que si le grand frère ou la grande sœur ont des difficultés, alors qu'elles ont fait des études, à s'intégrer sur le marché du travail, eh bien, cela va modifier, je dirais, les a priori, les croyances de succès, a priori, du petit frère, de la petite sœur, qui vont se dire, ils ont fait des efforts, et puis finalement, ils se heurtent à un plafond de verre, ils se heurtent à un mur, du fait de leurs origines, et donc, ça va décourager de se former. Et donc, on peut avoir, je dirais, un sorte de cercle vicieux, du fait que des gens qui étaient employables à la génération T, donc, vont avoir des difficultés d'insertion considérables et vont entraîner le fait qu'à la génération T plus 1, eh bien, la proportion provenant des minorités ethniques qui sera employable sera plus faible parce qu'elle n'aura pas fourni forcément l'effort nécessaire. Et donc, on aura créé à ce moment-là un cercle vicieux avec des dépenses à la génération suivante plus considérables en termes de dépenses sociales, de dépenses de transfert. Et donc, par exemple, ce sorte de coûts ne sont pas compris dans l'étude de France Stratégie. Et donc, c'est pour ça que ça m'incite à dire qu'on est plutôt sur une borne inférieure du coût macroéconomique. Alors, évidemment, je n'insiste pas sur le fait que, par rapport au fil rouge de l'égalité des chances, il y a également, je dirais, le sentiment de ne pas faire partie complètement de la communauté nationale, avec des conséquences politiques et sociales de fracture de cette communauté qui sont graves et qui peuvent aussi induire des coûts économiques relativement évidents. Alors Christelle Gilles, est-ce qu'on peut parler de cette démarche justement de chiffrer le coût économique de la discrimination? Certains disent est-ce que c'est une démarche qui est un peu dérangeante, d'autres disent dangereuse, ou alors que justement ça permet une prise de conscience collective de ce phénomène en France? Je pense que non, c'est pas dangereux si l'exercice est bien compris. Alors je fais encore référence à la saisine qui était très claire en la matière, qui était qu'il fallait étayer un petit peu la vision qu'on avait des discriminations, que c'est un problème de justice sociale, c'est un problème tout d'abord de droit, de dialogue social dans l'entreprise, et que en dépit ce qu'on observe, c'est une très grande persistance des discriminations dans l'emploi dans le temps, que l'arsenal juridique communautaire national est très important et qui ne fait pas évoluer dans certains domaines, en l'occurrence les écarts de salaire homme-femme par exemple, ne les fait pas diminuer, et que donc ça relève probablement aussi d'un problème de stéréotypes qui sont très ancrés. Donc Alain y a fait référence de la part des employeurs, et comme l'avait indiqué la commande, il s'agissait de sensibiliser et d'informer l'ensemble des acteurs, dont les entreprises, dont la métrique est quand même très souvent celle des coûts et des gains. Et donc là, l'objectif était tout simplement d'apporter un éclairage différent, mais qui en rien ne déclassait l'objectif premier, qui est celui d'un objectif de justice sociale et donc un objectif politique.
Et donc en cela, on a simplement tenté d'évaluer les effets économiques de la discrimination sur le marché du travail dans le but de sensibiliser les entreprises dont la métrique assez usuelle est quand même est une métrique monétaire. Et donc voilà, on a, je pense, bien répondu à la question. Et en aucun cas, ça ne visait à évidemment reléguer la question de la justice sociale ou la question politique au second rang. Alors, on vient d'évoquer le coût économique des discriminations. Marianne Valfort, quand on a préparé cette table ronde, vous souhaitiez également insister sur le fort coût humain, qui aussi d'ailleurs a des répercussions économiques. Oui, et donc Alain a mentionné le coût social, le fait que les discriminations génèrent du ressentiment et alimentent notamment le repli communautaire de la part des populations d'origine étrangère qui, à l'évidence, minent la cohésion sociale. Il y a aussi un coût humain. Le fait de se sentir discriminé, stigmatisé, a un impact très négatif sur la santé mentale et par répercussion sur la santé physique des individus. Par exemple, aux États-Unis, différentes études ont montré que les écarts de taux de dépression et de suicide entre les populations homosexuelles et hétérosexuelles se sont considérablement réduits dans les États qui ont envoyé un fort signal de tolérance à l'égard des populations LGBT en légalisant le mariage homosexuel, alors que ces écarts sont restés inchangés dans les autres États. Ce qui laisse penser que le coût humain induit par les discriminations est important. Alors, on vient d'évoquer les discriminations, un peu un constat de la situation. Alors, Sonia Moody, j'avais envie de vous demander quel regard vous portez sur ce qui est mis en place aujourd'hui en France pour lutter contre ces discriminations. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit vraiment de mettre en place des choses qui permettent d'inverser cette tendance quand même très importante. Aujourd'hui, en France, du côté des entreprises, du moins en ce qui concerne la diversité ethnique, très peu de choses sont mises en place. Alors certes, c'est bien qu'elles existent, mais elles demeurent néanmoins insuffisantes au regard du taux de chômage des jeunes actuellement. Ce sont des actions qui consistent justement à former les jeunes, les préparer aux entretiens de recrutement, les aider à décrocher des stages. Mais ça n'est pas véritablement ça du ressort de l'entreprise, plus du ressort de l'université, d'aider ces jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Alors oui, l'entreprise peut effectivement les aider, mais jusqu'à quel niveau? Rappelons que l'objet premier d'une entreprise, certes, elle a une responsabilité sociétale, mais elle est avant tout quand même économique. Alors, ce que je peux dire, moi, c'est qu'il y a très peu de choses qui à ce jour, sont mises en place. Et il y a une autre idée qui peut émerger, mais qui a beaucoup de mal à prendre au sein de la société française, qui a été débattue d'ailleurs avec certains patrons du CAC 40, qui est celle des quotas temporaires. Alors, je sais que ça fait hérisser les poils de certains, mais les quotas temporaires, sans rentrer dans les détails, ça ne serait absolument pas reproduire le modèle anglais ou le modèle américain, mais ce sera un modèle expérimental dont le concept reste encore à définir, mais globalement, ce serait pour inciter les entreprises, pour leur montrer l'exemple qu'en fait, on peut insérer des jeunes issus des minorités visibles sur la base de la compétence. Ce serait leur dire que c'est possible. Et après, ces quotas temporaires seraient supprimés pour justement juste leur dire que c'est possible. Et en fait, c'est juste une question de volonté. Ces jeunes sont là, ces jeunes existent, ils ne demandent qu'à. Encore faut-il leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer en entretien de recrutement, qu'ils puissent se défendre au même titre que tous les autres jeunes. Et voilà, partout, dans les deux, il y a des bons, il y a des mauvais, mais au moins qu'ils puissent s'exprimer, se défendre. Donc, voilà. Vous me disiez également qu'il y avait des entreprises qui n'avaient pas conscience finalement de la population qu'elles avaient dans les différentes entreprises. Alors est-ce que sans faire de statistiques ethniques, est-ce qu'on peut mesurer justement cette diversité? Oui, tout à fait. Je confirme qu'en fait que la mesure de la diversité sous l'angle des origines est tout à fait faisable, et cela conformément à notre cadre constitutionnel, contrairement à ce que l'on peut croire. Et il a été rappelé d'ailleurs par Simone Veil lorsqu'elle a été mandatée par le président de la République Nicolas Sarkozy. Il est bien stipulé dans les cahiers du Conseil constitutionnel qu'une mesure de la diversité sous l'angle des origines est possible et qu'il n'est nullement besoin de modifier notre Constitution pour pouvoir prétendre à une mesure de la diversité sous l'angle des origines qui se distingue bien et qui n'a strictement rien à voir avec une statistique ethnique. La mesure de la diversité sous l'angle des origines, qui se pratique en France d'ailleurs aussi bien par certaines entreprises privées que publiques, permet juste de dire que dans telle catégorie de métiers, par exemple sur notre population de cadres, nous avons 30% de jeunes issus
de 30% de jeunes issus, par exemple, d'Afrique, 30% de jeunes issus d'Europe, mais sans pour autant dire, on ne va pas dire dans la composition africaine, j'ai 10% d'Algériens, j'ai 10% de Maliens. Ça, c'est strictement interdit. Néanmoins, on peut avoir une mesure de la diversité qui est une mesure générique. Ça, c'est possible, au travers toute une méthodologie, d'ailleurs, qui est décrite en page 34 de l'étude que j'ai rédigée pour le compte du Conseil économique et social, à travers des questionnaires qui sont faits et au travers lesquels on recueille justement l'origine des salariés. Et cette origine peut être recueillie à une seule condition, qu'elle soit sur la base du volontariat. On ne pourra jamais contraindre un individu à déclarer son origine s'il n'est pas d'accord. En revanche, s'il l'est et s'il donne son accord, et c'est à partir de là, cette mesure de la diversité demeure possible. Donc en réalité, nous avons des outils, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas utilisées par les gens qui s'occupent de ce sujet, soit par méconnaissance, ou alors soit par peur, parce qu'il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent que ça existe, mais qui ont peur de le faire. Or, si tout est fait dans le respect des règles et de la loi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Au contraire, les entreprises qui le pratiquent nous disent ça permet justement à certaines entreprises d'affiner leur budget de recrutement en décidant d'investir une partie de leur budget, par exemple, dans des associations qui fournissent ce public aux entreprises. Et du coup, voilà, en réalité, les outils existent, c'est juste qu'on ne veut pas faire. Donc nous avons aujourd'hui pas mal d'outils à notre disposition qui nous permettraient d'agir dans le bon sens. Bien, merci. Marianne Valfort, un peu la même question. Est-ce que vous pensez que les politiques françaises qui sont menées aujourd'hui vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles sont trop punitives, peut-être pas assez préventives? Quel est votre regard sur le sujet? Oui, je pense que l'approche punitive a été effectivement beaucoup plébiscitée ces dernières années en dépit de ses nombreuses limites. Cette approche punitive, elle est compréhensible à partir du moment où la discrimination, c'est encore une fois une inégalité de traitement illégitime. Et par là, il semble logique de vouloir sanctionner les entreprises pour les inégalités de traitement qu'elles infligent. Le problème, c'est que pour pouvoir sanctionner une discrimination, il faut d'abord prouver qu'elle existe. Et c'est particulièrement difficile, notamment au stade de l'embauche, où les candidats dont la candidature n'a pas été retenue ne connaissent pas le profil des autres candidats et donc ne savent pas s'ils ont été écartés de manière justifiée ou pas. Donc pour essayer d'identifier la discrimination à l'embauche, mais aussi la discrimination en termes salariales, certaines personnes suggèrent de contrôler la composition de la main-d'œuvre, donc notamment via les quotas, mais également de contrôler les écarts salariaux entre différents groupes. Cette approche, moi, me semble pas forcément très réaliste parce qu'il peut y avoir des déséquilibres pour des raisons complètement étrangères à des comportements discriminatoires de la part de l'employeur. Par exemple, si une entreprise, du fait de son positionnement sectoriel, cherche des formations qui sont essentiellement suivies par des hommes, on aura un déséquilibre en termes de composition dans la main-d'œuvre. Les campagnes de testing qui ont été menées, notamment par le ministère du Travail l'année dernière, semblent relativement prometteuses. Donc, elles consistent à contrôler le comportement de recrutement des entreprises en leur envoyant des candidatures fictives. Ça semble être un outil effectivement assez efficace pour épingler des comportements discriminatoires, mais il faut garder en tête que cette méthode ne peut être menée qu'auprès d'employeurs de grande taille, les autres ne générant pas un volume d'offres d'emploi suffisant pour qu'un comportement discriminatoire puisse être identifié par un testing. Ça veut dire que les TPE et les PME restent sous les radars de la discrimination, alors même qu'elles contribuent de la lutte contre les discriminations, alors même qu'elles contribuent massivement à ces discriminations. Et puis il y a un autre problème. On nous parle beaucoup de la généralisation des campagnes de testing dans les années à venir, mais il ne faut pas se leurrer, les entreprises qui discriminent vont adopter des stratégies de contournement, apparaître bonnes élèves sans que rien ne change sur le fond, en repoussant à l'entretien d'embauche qui, lui, n'est pas soumis au contrôle du testing, les comportements discriminatoires qui ont lieu jusqu'à présent, surtout au niveau du tri des CV. Donc, je ne dis pas que l'approche punitive est nulle et non avenue. Je pense qu'elle est indispensable, mais il faut être conscient des limites, et ce n'est pas en punissant
parce qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à détecter la discrimination. C'est pas en punissant qu'on arrivera à réduire les discriminations. Et je pense que du coup, il faut, comme le disait Alain, revenir sur les racines, sur les ressorts des discriminations et essayer de calibrer des politiques qui puissent lutter contre la discrimination par goût, lutter contre la discrimination statistique qui repose, elle, sur des ressorts rationnels et qui est particulièrement difficile à contrer. La discrimination par goût, essayer de la contrer via des politiques qui reposent sur la pédagogie dès le plus jeune âge, à l'école, pour ouvrir les enfants à la différence en contrant les réflexes sexistes, homophobes, racistes. Le problème avec cette approche, c'est que très peu de ces politiques qui reposent sur la pédagogie ont été évaluées, donc on ignore à peu près tout de la manière dont il faut calibrer le contenu pour qu'il soit vraiment efficace et pour que l'impact soit persistant, pour permettre d'ouvrir durablement les esprits à la différence. Concernant la discrimination statistique, comme c'est rationnel, dire aux recruteurs que lorsqu'ils recrutent, il faut qu'ils se contentent de l'information contenue dans les CV pour choisir les candidats, ça ne pourra pas réussir. Recruter, c'est prendre des risques, et pour limiter ces risques, les recruteurs seront toujours à la recherche de plus d'informations, et ils continueront à utiliser l'information dont ils disposent sur le groupe auquel le candidat appartient pour faire leur choix. Donc je pense que là, il faut réfléchir à des politiques pour réduire les écarts objectifs de productivité entre différents groupes. Par exemple, pour limiter la discrimination des femmes dans l'accès à des postes à responsabilité, il faut rééquilibrer entre les hommes et les femmes le temps consacré aux enfants, via par exemple des réformes sur le congé paternité, en le rendant obligatoire, en allongeant la durée. Ce sont des politiques qui ont été suivies dans les pays nordiques, avec des conséquences plutôt heureuses jusqu'à présent sur la réduction des écarts salariaux, même si, comme toute politique, il y a des effets pervers, notamment à court terme. Il y a des effets pervers transitoires tels que l'augmentation des divorces, parce qu'il y a certains couples qui ne résistent pas à ce changement brutal de normes concernant le rôle qui incombe à l'homme et à la femme. Donc il faut continuer à chercher et dépasser l'approche purement punitive qui a atteint ses limites. Je crois que dans votre rapport, vous avez proposé la création d'une subvention à l'embauche qui cible une minorité visible. Oui, là l'idée c'était justement de ne pas être dans la rigidité des quotas, se lancer dans une politique d'égalité des chances, rétablir une égalité de traitement entre candidats minoritaires et majoritaires. L'idée, c'était d'inciter les recruteurs à collecter plus d'informations sur les candidats issus de pays extra-européens, candidats africains, asiatiques. En fait, cette subvention à l'embauche, elle permettrait l'émergence de cabinets de recrutement spécialisés dans le ciblage des populations éligibles à la subvention, dans leur labellisation auprès des entreprises, les entreprises ayant intérêt du fait de la subvention à recourir à ces intermédiaires-là. Et donc, ça permet à l'entreprise, ça l'incite à collecter plus d'informations sur la productivité individuelle de ces candidats plutôt que de l'inférer simplement à partir du groupe auquel ces candidats appartiennent, et donc réduit la discrimination statistique auquel ces candidats font face. Bien, merci beaucoup Christelle Gilles. Est-ce qu'il y a des actions ou des outils qui sont pertinents dans ce domaine de lutte contre les discriminations que vous auriez repéré Un premier niveau, c'est-à-dire au niveau de la statistique publique, ce qu'on a pu observer, c'est que si on voulait travailler sur les 24 critères de discrimination et en identifier les personnes associées, c'est pas possible. Donc là, il y a un groupe de travail justement qui va être créé, qui se crée à l'initiative du CNIS et qui sera présidé par Jean-Christophe Sibéras, qui vise justement à stabiliser les concepts, parce qu'on ne mesure pas de la même manière la discrimination à l'endroit des femmes vis-à-vis des hommes que d'une personne handicapée vis-à-vis d'une personne qui n'est pas handicapée. Donc il y a encore tout un travail d'identification des bonnes mesures. Une personne malade, etc. On n'applique pas les mêmes mesures économiques, les mêmes concepts. Et ensuite, les sources. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de source statistique qui nous permet d'observer à un moment donné, et encore moins de suivre dans le temps, les 24 aujourd'hui, probablement plus demain, populations potentiellement discriminées. Donc là, c'est le travail qui est en œuvre, qui est mis en œuvre par le CNIS et l'ensemble des administrations, des acteurs, des associations, et probablement que ça évolue. Très bien, merci. Alors, c'est à vous, Alain Tranois, la dernière question que je voulais vous poser aussi sur les politiques publiques qui peuvent être mises en place pour diminuer ce taux. Et puis après, on vous passera la parole puisque vous nous avez écouté depuis quelques temps maintenant. Oui, donc un petit complément par rapport à ce qui a été dit, par rapport donc aux différentes politiques qui peuvent être menées, en retenant toujours le fil rouge de savoir comment est-ce qu'on peut
puisque ce sont des situations de marché, comment est-ce qu'on peut contrer la rationalité des agents économiques qui discriminent. Alors, si on reprend les trois catégories qui ont été énoncées, d'abord la discrimination selon le goût, le préjugé des employeurs. Moi, il me semble que l'exemplarité publique, le fait que l'on puisse non pas infliger une amende, mais je dirais que finalement la plus grande amende qu'on puisse imposer à une entreprise, c'est de faire en sorte que son image de marque soit dégradée par rapport au public, par rapport aux consommateurs et aussi par rapport aux actionnaires. Donc je pense qu'il est peut-être adroit d'essayer de passer par la responsabilité sociale des entreprises, par le fait que des entreprises puissent réclamer, obtenir un sorte de label diversité, exactement comme il y a des labels, je dirais, verts, des labels écologiques, et que, par exemple, les actionnaires, progressivement, cherchent à investir plus dans des entreprises qui respectent ces labels écologiques ou ces labels diversité. Je pense que c'est important parce qu'en fait, les entreprises qui ne le feront pas augmenteront le coût de leur capital et finalement, c'est une pénalité, mais une pénalité qui est imputée, qui est calculée par le marché. Et c'est, à mon avis, mieux qu'une pénalité, je dirais, infligée par l'État. La deuxième, pour la discrimination statistique, eh bien, évidemment, l'idée là essentielle, c'est de dire qu'on relie l'individu à un groupe, on dit voilà, il appartient à un groupe, alors que cet individu, il a ses caractéristiques propres. Il est peut-être beaucoup plus productif que ce groupe en question, il est peut-être beaucoup moins productif que ce groupe en question. Et donc, l'idée, c'est absolument là de dire que si on voulait faire en sorte que lutter contre la discrimination statistique, c'est de faire en sorte que finalement l'entreprise ait le maximum de renseignements sur la productivité de l'individu. Alors, on voit bien qu'à ce moment-là, il faudrait que finalement tout ce que fait l'individu soit traçable, soit quelque part dans le domaine public, et ça peut heurter à ce moment-là un autre type de valeur qui est la protection de la vie privée. Donc si on veut lutter contre la discrimination statistique, je dirais qu'il faut se dévoiler au maximum et quelque part, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il n'y aura plus besoin de faire référence à un groupe, parce qu'on aura bien compris qu'on évaluera au plus près la productivité de l'individu, mais à ce moment-là, on a tendance à, je dirais, enfreindre le respect de la vie privée de l'individu. Et puis, pour la discrimination selon les goûts de la clientèle, eh bien, là, évidemment, on ne va pas infliger une amende aux consommateurs à la fraction des consommateurs qui auraient ces réflexes. Là, c'est évidemment tout un travail éducatif qui commence à l'école primaire, qui commence par la mixité sociale à l'école, mais qui, je dirais, beaucoup de choses peuvent faire changer l'équilibre social, peuvent faire changer la norme sociale. Je dirais cette table ronde peut y contribuer un tout petit peu. On l'espère, en tout cas. Les médias peut y contribuer. Donc, c'est un peu, je dirais, une boîte noire des sciences sociales de savoir comment est-ce qu'on passe d'une norme sociale à une autre. On sait que c'est relativement lent, mais on sait que c'est possible. On sait que c'est un effort collectif de longue durée d'éducation pour qu'à un moment donné, ce qui était considéré comme un comportement normal, un comportement usuel, un comportement standard, devient le lendemain, je dirais, un comportement minoritaire, un comportement qui va être, je dirais, spontanément dénoncé, et il va y avoir une sorte de norme intérieure qui dira non, je ne peux pas faire ça, non, je ne peux pas, je dirais, il faut que je lutte moi-même contre ce préjugé. Donc on ne connaît pas exactement les mécanismes, mais on sait très bien, je dirais, tout ce qu'il faut faire pour que progressivement, sur une génération, eh bien, on bascule d'un équilibre social à un autre. Et que les choses changent. Sonia Moody, vous vouliez ajouter vraiment un tout petit mot ? C'était Non ? Vous me disiez que vous vouliez aider. Non, c'était concernant
Oui, sur les questions. Oui, alors comme le temps passait, alors effectivement, j'avais une question qui était, que moi je trouvais intéressante, vous me direz. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, elle a révélé le nom de 2 entreprises, Accor Hôtel et Courtepaille. Alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, le fait que les noms soient cités comme des entreprises qui ont des plans d'action en matière de discrimination qui ne sont pas suffisants. Et ça a été fait à la suite d'un testing qui a été réalisé en 2016 dans 40 entreprises. Ensuite, elle a interpellé le défenseur des droits, donc les choses vont bouger dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est bien, justement, et est-ce qu'il faut le multiplier? Là, on parle de 40 grandes entreprises, c'est ce qu'on disait, ça concerne vraiment les grandes au niveau du testing, mais est-ce que ça participe d'une bonne volonté, justement, de l'État de faire bouger les choses? Oui. Alors, en mon sens, effectivement, ça va plutôt, cette démarche va dans le bon sens, parce qu'il ne s'agit pas là d'être dans la dénonciation, mais dans la correction, dans la rectification de certaines pratiques qui ne favorisent pas l'égalité. C'est ce que vont faire d'ailleurs les 2 traitement. entreprises. Ouais. Comment ? Les 2 entreprises, c'est ce qu'elles vont faire d'ailleurs. Oui, voilà. Et du coup, donc tant qu'on est dans l'amélioration en vue de pratiques qui favorisent l'égalité des chances, je pense qu'on est dans le bon sens, et c'est plutôt encourageant, effectivement. Et il faut commencer à oser dire les choses. Donc c'est plutôt encourageant. Très bien, écoutez, merci beaucoup.